Bienvenue à tous, à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes sur les antennes de Radio Territoria et Bâti Radio pour vous faire vivre la 3e date de la tournée Rénotour. Nous sommes à Nantes, au cœur du quartier de la création sur l'île de Nantes, pour être précis, emblème de l'innovation. Nous sommes dans l'immeuble unique composé de 2 bâtiments reliés par une passerelle, logements, espaces de coworking, bureaux et loisirs sont répartis sur près de 5000 mètres carrés. Voilà pour le joli cadre dans lequel nous sommes pour évoquer le contexte, les enjeux locaux, la réglementation et les aides en matière de rénovation énergétique. Tiens, quelques chiffres pour commencer. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la stratégie nationale bas carbone fixe l'objectif de 370 000 rénovations énergétiques par an d'ici 2030, puis 700 000 par an jusqu'en 2050 pour généraliser les bâtiments basse consommation. Or, pour info, en 2022, seuls 66 000 logements ont été rénovés efficacement. La région des Pays de la Loire compte 8% de passoires énergétiques et une part de logements économes estimée à 22%. Et la région s'est fixée de diviser par 2 leur consommation énergétique pour atteindre la neutralité carbone en 2030. Quels sont alors les leviers pour accélérer la rénovation énergétique à grande échelle? Comment aussi financer ces projets? Quels sont les obstacles également pour les entreprises et les ménages? Eh bien, ce sont les questions que l'on va se poser à l'occasion de cette table ronde avec 4 invités que je m'empresse de vous présenter. Laurie Lesage, bonjour. Bonjour. Conseiller énergie rénovation chez Alizé, l'association qui porte France Rénov à Nantes Métropole. Bienvenue. Juliette Lavis, bonjour. Bonjour. Directrice de transition chez Nova Build, association qui fédère dans la région les professionnels du bâtiment, mais aussi de l'immobilier et de la construction durable. Vincent Legrand, bonjour. Bonjour. Président de Dorémy, entreprise de l'économie sociale et solidaire au service de la rénovation énergétique performante. J'insiste sur le mot et on verra pourquoi tout à l'heure. Alain Lacour, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CAPEB des Pays de la Loire, première organisation professionnelle de France en nombre d'adhérents, avec près de 61 000 entreprises membres. Cette table ronde, elle se déroule également en public et vous pouvez vous applaudir. Public qui pourra d'ailleurs, à l'issue de cette table ronde, poser des questions. Donc, vous pourrez être effectivement interpellé et répondre donc aux questions qui vous seront posées. D'abord, peut-être une question pour tous les 4 pour commencer ce tour de table. Comment réussir à accélérer la massification de la rénovation énergétique d'ampleur à l'échelle du territoire? Laurie? Je pense que dans un premier temps, il faut que les particuliers soient en capacité d'identifier les besoins et leur capacité à rénover justement leur logement individuel. Et donc, c'est justement pour ça que que nous existons, France Rénov. On capitalise énormément d'informations et on redirige vers tous les acteurs de la rénovation. Et on s'active justement à travailler avec les différents acteurs de la rénovation pour accompagner au mieux ces ménages. Et on va en parler évidemment de ce que vous faites tout à l'heure. Juliette, qu'est-ce que vous répondez, vous, à cette question sur la massification de la rénovation énergétique? Alors, pour nous, pour la massification, en fait, il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience forte des enjeux pour pouvoir effectivement ensuite changer les pratiques. Bien évidemment, la mobilisation des professionnels qui est essentielle. Et puis, finalement, peut-être pas viser des objectifs trop importants, des choses de trop grande ampleur ou vouloir faire absolument de l'exceptionnel qui ne sera pas reproductible par la suite. Mais pour massifier, il faut bien avoir ce que nous, on appelle le plus petit pas possible, mais celui sur lequel on ne reviendra jamais et qui permettra d'ancrer vraiment définitivement ces pratiques de rénovation. Vincent? Alors, je suis d'accord sur la partie accompagnement côté ménage. Il y a un gros travail de pédagogie pour accompagner les ménages vers cette massification. Je suis aussi d'accord sur la question des pratiques, changement des pratiques. Il faut arriver à vraiment changer de regard. On est dans une transition, et une transition, ça veut dire changer des choses, et notamment changer des choses au niveau des choix des ménages, au niveau des pratiques, de certaines pratiques des artisans. On ne bouleverse pas tout, mais on change certains points des artisans, des architectes, des bureaux d'études, etc. Et c'est aussi changer des mécanismes financiers. Il se trouve que depuis 1 an, on a un mécanisme financier qui marche un peu mieux qu'auparavant. On pourra peut-être y revenir, mais voilà. Donc, travailler sur ces 3 tableaux, accompagnement, offre des entreprises et des professionnels et financement. Alain Lacour, président de la CAPEB, comment est-ce qu'on réussit à accélérer la massification de la rénovation énergétique de votre côté? Je pense que beaucoup de choses ont été dites parmi nous ce soir. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il faut une communication avec tous les acteurs du territoire et surtout de ne pas en rajouter d'autres, parce qu'ils sont déjà nombreux. Et il faut laisser du temps aux acteurs du territoire pour travailler ensemble.
Alors justement, comment est-ce que la CAPEB des Pays de la Loire soutient les artisans, les petites entreprises, vos adhérents finalement, dans leurs projets de chantier de rénovation énergétique? Alors pour nous, l'accompagnement de la CAPEB dans les Pays de la Loire, pour nous, nous avons identifié 4 piliers. Il faut d'abord informer, il faut former, il faut rassembler et il faut assister. Alors informer sur les dossiers RGE, sur les nouvelles méthodes. Exemple, le biosourcé, on travaille sur de nombreux dossiers, sur les aides. Pour ça, on a CAPEB Info, qui est un journal mensuel de la région. Formé depuis 2008, nous sommes déjà des acteurs de la formation. Nous proposons environ 1300 actions par an sur le territoire. Rassemblés, nous organisons des ateliers et des visites de chantier dans tous les départements. Nous sommes des facilitateurs de liens et entre les différents acteurs locaux et nos entreprises. Et puis pour finir, assister. Parce que nos artisans ont besoin d'assistance. Nous les aidons à constituer les dossiers RGE et gérer les charges administratives qui sont nombreuses. Comment est-ce que la CAPEB agit autour des pouvoirs publics pour lutter, c'est un sujet donc vous vouliez qu'on parle, pour lutter contre la fraude et l'éco-délinquance qui existe dans ce secteur? Alors la fraude. C'est vrai que les sujets sont nombreux et c'en est un qui est important et qui prend de l'ampleur, malheureusement. Donc la fraude, elle rompt la confiance qui est pourtant essentielle pour développer un marché. Il y a une vraie mobilisation sur le territoire à tous les échelons. Et pour ça, nous avons des actions locales concernées qui fonctionnent, des ateliers organisés avec des associations, des consommateurs ou des opérateurs. On travaille avec les ménages et les entreprises. On travaille avec l'ensemble des chaînes et des préconisations communes. Une vraie mobilisation du Pays de la Loire. Les acteurs des Pays de la Loire sont mobilisés contre la fraude. L'information circule en Pays de la Loire. Une vraie dynamique avec l'ADREAL et l'ADRETS, avec des actions communes à venir. Cependant, les moyens sont limités. Matériel, fichier Excel qui circule. Géographique, pas d'action si les entreprises des opérateurs sont hors région. Les éco-délinquants, malheureusement, ne sont pas toujours sur notre territoire. Ils sont des fois très loin et ça nous menace. Voilà. Des solutions nationales et régionales. Donc, créer une base de données commune nationale, c'est important pour nous. Pour une meilleure coordination et fluidité entre les services. Pour une meilleure détection de comportements douteux, aussi bien des entreprises que des acteurs intermédiaires. Pour un meilleur ciblage, contrôle des entreprises et des intermédiaires. Voilà. Il faut aussi contrôler et sanctionner tous les acteurs de la chaîne et pas seulement les artisans. Les opérateurs se doivent d'être impartiaux. Avoir un guide pour les opérateurs avec mission et engagement. Neutralité et impartialité. Voilà. Eh ben, c'est pas mal, ça fait pas mal de revendications et elles sont clairement établies. Je me tourne vers vous, Laurie Lesage, vous êtes conseillère, je rappelle, énergie rénovation chez Alizé et c'est l'association qui porte en tout cas à Nantes France Rénov'. Comment ça se déroule concrètement? Vous allez nous expliquer le premier échange entre un particulier et un conseiller France Rénov' à la Maison de l'Habitant. Oui, alors effectivement, on est basé à la Maison de l'Habitant et on propose des rendez-vous là-bas. Pour autant, on n'est pas à l'accueil physique directement. On est en colloque avec la DIL. Le premier contact que va avoir un particulier, finalement, c'est d'abord par téléphone ou en passant par notre site internet. On a une équipe de conseillers qui répondent du coup aux questions de premier niveau, que ce soit une question spécifique sur les aides financières, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire et ils ont besoin de précision sur ce qu'ils peuvent avoir et comment ils peuvent l'avoir, et ça peut s'arrêter là. Mais les conseillers vont quand même chercher toujours à identifier s'il n'y a pas d'autres sujets à creuser, à réfléchir à la rénovation de manière un petit peu plus globale. Et dans ces cas-là, ils vont leur proposer un rendez-vous en permanence. On propose des permanences sur toute la métropole, et notamment à la Maison de l'Habitant. Ce sont des rendez-vous d'1 heure aujourd'hui, où on décortique les besoins de la maison. Donc plus ils viennent avec de l'information, plus on est en capacité d'identifier les besoins du projet, son potentiel de rénovation, et en fonction de la capacité du ménage aussi, de son souhait, de comment il se projette, comment il est en capacité de se projeter, commencer à identifier, à défricher des solutions de rénovation énergétique. Vous proposez un diagnostic, vous allez sur place, vous suivez l'évolution?
Alors nous, on n'est pas diagnostiqueurs Ouais. ni auditeurs, justement. On fait vraiment ce premier déchiffrage sur la technique et également sur les différents dispositifs d'accompagnement qui existent pour financer le projet, mais également pour être accompagné par des professionnels. Et justement, comment est-ce que vous les orientez vers des audits Alors là-dessus, c'est assez bien fait. Le site de France Rénov a un annuaire des professionnels RGE, que ce soit pour les artisans. Après, il y a les annuaires Calibat, Qualité ENR qui existent aussi. Et pour ce qui est des auditeurs et des Mon Accompagnateur Rénov, la nouveauté de ce début 2024, il y a un annuaire aussi dédié pour les acteurs Mon Accompagnateur Rénov, dont l'audit est la première étape pour justement faire l'état initial du logement et préconiser des travaux de manière chiffrée. Comment est-ce que vous accompagnez aussi votre public, le public qui vient vous voir, pour comprendre l'ensemble des dispositifs existants et savoir les orienter le mieux possible? Parce que des fois, vu de l'extérieur comme ça a l'air d'être compliqué de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Oui, c'est effectivement pas simple. Nous, on va essayer de centraliser un maximum d'infos, donc on va avoir la tête pleine de tout ce qui est possible et imaginable, mais on va commencer le rendez-vous par beaucoup d'écoute. Parce que le particulier a déjà pas mal d'idées en tête ou pas mal de freins, et c'est d'abord là-dessus qu'on va devoir s'appuyer pour conseiller au mieux, en ayant en tête les dispositifs justement dans lesquels il pourrait rentrer. Mais c'est d'abord de l'écoute, et après on va mettre à disposition tout notre savoir pour les orienter au mieux par la suite, en connaissant justement les différents acteurs et dispositifs qui existent. En gros, des conseils techniques, des listes de professionnels aussi qualifiés, Sur le site de France Rénov. ok, des aides financières, donc l'ensemble des aides qui sont balayées, et puis les aides financières peut-être renforcées aussi existantes. Voilà, en fait, on retrouve tout ça chez France Rénov. Exactement, on centralise toute l'info, que ce soit du conseil technique, je ne sais pas quoi faire chez moi et comment, et si c'est possible. Alors, on reste des généralistes du bâtiment, on n'a pas l'expertise d'un artisan, mais on peut commencer à préqualifier pas mal de choses. On centralise pas mal de choses. Et sur l'aspect financier, les aides financières au national, on est en veille constante et on essaye de voir ce qui est possible de faire pour le particulier. Les aides locales, avec mon projet Rénov, qui au-delà de la copropriété est ouvert aussi aux particuliers, dans le cadre de rénovation BBC, en tout cas visant l'étiquette A ou B, et les éco-prêts à taux zéro, les dispositifs de financement pour pouvoir démarrer le projet aussi. Vincent Legrand, je rappelle, vous êtes le président de Dorémy. La première question, j'imagine que vous l'attendez, c'est quoi une rénovation performante et pourquoi c'est essentiel d'y aller à fond plutôt que petit pas par petit pas? Alors, une rénovation performante, c'est bien défini maintenant, depuis 2021. C'est inscrit dans le Code de la construction, donc c'est une définition qui est assez objective. Je ne vais pas détailler, trop entrer dans le détail, mais en gros, c'est une rénovation qui permet d'aboutir à un bâtiment de classe A ou B. Il y a beaucoup d'exceptions parce qu'on est en France, mais voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, avec 6 postes de travaux. Et je pense que ça, c'est assez important, c'est qu'on a bien identifié, et c'est maintenant inscrit dans le Code de la construction, qu'on a besoin, pour réduire fortement les consommations de chauffage d'un bâtiment, de travailler sur 6 postes de travaux: l'isolation de toiture, des murs, du sol, les changements de menuiserie, portes et fenêtres extérieures, ventilation et chauffage. Voilà, c'est vraiment ces 6 postes sur lesquels il faut travailler pour la rénovation performante. Et quand vous avez un bâtiment de classe EFG et que vous voulez l'emmener à un niveau performant, si je prends un cas dans le coin, vous allez passer de 2500 € de facture de chauffage par an, qui augmente chaque année fortement, à une facture de chauffage qui va être de l'ordre de 500 €, potentiellement moins. On sait faire de la division par 8 de facture de chauffage via ces rénovations performantes. Et pour mémoire, de nouveau, ces rénovations performantes, c'est l'objectif français pour l'ensemble du parc bâti en 2050. Et comme on a 33 millions de résidences principales, plus du tertiaire à rénover, ça fait des volumes que vous avez rappelé tout à l'heure. Et ce que vous avez rappelé, 700 000 rénovations par an pendant 20 ans, 2030-2050, en fait, ce sera un peu plus que ça qu'il faudra faire si on veut atteindre l'objectif. Mais surtout, ce n'est pas des petits gestes de travaux, c'est 700 000 rénovations réellement performantes. Et je terminerai par un point, c'est que la performance que je mentionne là, c'est l'objectif, mais il y a 2 grandes façons d'atteindre cet objectif. Soit vous faites les 6 postes de travaux en une fois, c'est de la rénovation globale et performante, voilà, toujours Code de la construction. En moins de 18 mois, vous faites les 6 postes. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la norme, mais ça monte en puissance progressivement, et c'est ce qui est le plus efficace. Et puis, vous avez une autre façon de faire, qui est ce qu'on appelle la rénovation performante par étapes. Ça existe et il ne faut pas s'en passer. Par contre,
attention, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas tant de possibilités par étape d'atteindre la performance. Et notamment, si vous commencez, enfin, la première étape de travaux doit être suffisamment conséquente. On ne sait pas faire des rénovations performantes en commençant par seulement un geste. Ça, c'est une grosse limite. Donc, il faut commencer par une première étape qui embarque plusieurs gestes de travaux. Ouais, c'est vraiment important du coup de travailler sur ces différentes pratiques pour pouvoir atteindre cette performance. C'est quoi finalement, la question est peut-être idiote comme ça, mais le risque que l'on prend à faire du monogeste au lieu d'une rénovation globale? Ben, le risque, le monogeste a été vraiment finalement la norme et largement soutenu ces dernières années. En soi, si on n'avait pas d'objectif de performance, voilà, j'aurais rien à dire là-dessus, mais comme on a un objectif de performance et que c'est quand même de l'argent public ou parapublic sur les certificats d'économie d'énergie, eh ben, on a un enjeu d'efficacité et surtout d'efficience. Ce qu'on appelle l'efficience, c'est qu'on a un objectif, on cherche à l'atteindre de façon la plus efficace. Et donc, comme on a cet objectif de performance, l'enjeu pour nous, c'est que le premier geste, soit la première étape de travaux, soit la plus efficace. Si on commence par un seul geste, admettons la fenêtre, on ne sait pas changer des fenêtres et ensuite isoler les murs en faisant des ruptures de pont thermique qui sont suffisamment efficaces. On ne sait pas faire en première étape une chaudière, mettre une chaudière ou une pompe à chaleur en première étape, qui soit encore pertinente dans son dimensionnement une fois que la maison sera performante. Donc, on sera obligé de changer le vitrage, la fenêtre, et de changer la chaudière qu'on aura posée au démarrage. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à travailler de façon en vision globale sur le logement pour pouvoir embarquer plusieurs postes et voilà, atteindre cet objectif. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret, par exemple, d'un projet de chantier que vous avez accompagné ici à Nantes, si possible, ou dans la région, en tout cas, pour illustrer ce que peut apporter une rénovation performante, bien menée? Oui, alors on est sur 6 corps de métier au niveau des entreprises, les 6 postes de travaux que j'ai cités tout à l'heure. Le gros enjeu pour une rénovation bien menée, mis à part l'accompagnement initial, accompagnement technique et accompagnement financier. Il y a vraiment ces deux aspects-là qui sont extrêmement importants. Une fois que le projet est établi, à ce moment-là, côté entreprise, on va mettre en place les 6 corps de métier. Souvent, ça représente 3 ou 4 entreprises. Parfois, c'est une entreprise générale. Je crois qu'il y en a dans la salle, d'ailleurs, qui travaillent, avec lesquelles on travaille sur Nantes. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà, ils se reconnaîtront. Donc, on a ces corps de métier qu'on réunit sur le chantier et qui travaillent ensemble. Et j'insiste là-dessus, qui travaillent ensemble pour atteindre cette performance. L'enjeu, en fait, on a longtemps pensé que en mettant suffisamment d'isolant d'un côté et en mettant une chaudière de l'autre, ça suffirait pour atteindre la performance. Non, l'enjeu, c'est les interfaces, ce sont les interfaces de travaux. C'est ça qui définit en fait la performance. Si vous laissez des fuites à certains endroits, entre les murs et la toiture, entre les murs et les menuiseries, par exemple, eh ben, vous vous retrouvez avec des gros investissements de départ et très peu d'économies à l'arrivée, parce que vous avez des fuites de chaleur. Et un peu comme un barrage que vous faites sur une rivière, quand vous laissez des trous, c'est par là que l'eau passe. C'est pareil pour une maison, finalement. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à soutenir les entreprises pour qu'elles travaillent ensemble et qu'elles fassent barrage à la chaleur de façon continue. Donc, voilà, la conclusion, finalement, d'une rénovation performante, c'est division par 4 à 8 des factures de chauffage, quand on part d'une maison un peu consommatrice. Et ce qui est important, quand je prends les exemples côté Dorémy, c'est que même si les investissements sont très élevés pour la moyenne de ce qui se fait en France, on se retrouve avec 40% de nos rénovations qui sont des ménages modestes ou très modestes. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui des niveaux d'aide qui sont extrêmement intéressants. Vous passez par le parcours MaPrimeRénov' dit Réno d'ampleur et vous pouvez avoir jusqu'à 63 000 € de subvention pour les ménages très modestes. Et donc ça nous permet de déclencher les chantiers. Une dernière question quand même à vous poser. Comment est-ce que vous accompagnez maintenant finalement les artisans pour garantir derrière, une fois qu'ils interviennent, la qualité de la performance des rénovations ? Alors, jusqu'à présent, on a travaillé côté Dorémy sur une logique de formation sur chantier.
principalement. Donc, on n'est pas beaucoup en salle. On est sur du chantier réel, donc avec des vraies maisons et des vrais ménages. Et on accompagne avec des formateurs experts sur chantier ces artisans. Et une fois que les groupements d'artisans ont pris des habitudes par rapport à ces interfaces, par rapport à ces postes de travaux, à ce moment-là, on continue de proposer aux artisans des rénovations et en échange de l'apport de ces rénovations de ménages qui sont intéressés pour faire de la performance, eh ben, ils s'engagent à atteindre ce niveau de performance et on vérifie ça. Et aujourd'hui, on a vraiment des très bons résultats au niveau national. On dépasse même les objectifs qu'on se fixe. On est à 20% de mieux que l'objectif BBC qu'on se fixe. Donc voilà, aujourd'hui, on sait faire de la performance très concrètement sur le terrain avec les artisans. Juliette Lavis, vous êtes directrice de transition chez Novabuild. Déjà, en quelques mots, peut-être expliquer ce que fait Novabuild. Oui, tout à fait. Donc Novabuild, on est une association, on fédère et mobilise les professionnels de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier sur les Pays de la Loire. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on les accompagne en fait à un changement des mentalités pour ancrer ce changement des pratiques autour des enjeux que nous on a appelés A2BCS, atténuation et adaptation face au dérèglement climatique, la conservation de la biodiversité, la circularité de la ressource et bien évidemment tous les enjeux qui sont en lien avec la santé. Donc en fait, on a un parcours en 4 actions pour accompagner les professionnels à intégrer dans leurs ouvrages ces enjeux, un peu comme nos amis de la CAPEB, des questions d'information, de sensibilisation avec une action se sourcer, se mettre en réseau, parce que c'est important aussi cette mobilisation de tous les professionnels, de se rassembler, et bien évidemment des questions d'innovation et de faciliter finalement le passage à l'action. Ça, on le décline autour de 8 thématiques qui recroisent un peu nos 5 enjeux, et notamment ce qu'on a appelé faire avec l'existant. Ouais. C'est toutes ces questions qui nous animent ce soir, et c'est pas négligeable. Je suis accompagnée ce soir de Anne qui est présent ici, et donc sur 7 salariés, en fait, on a une personne, Anne, qui est chef de projet dédiée uniquement à la question de la rénovation et de la réhabilitation. Donc, on voit à quel point cette notion, elle est vraiment pour nous essentielle. Et on remercie d'ailleurs Nantes Métropole pour leur soutien sur ce poste, notamment sur le volet, ça a été évoqué en introduction, d'accompagnement sur le décret tertiaire. Et pourquoi faire justement avec l'existant plutôt que de reconstruire systématiquement, puisque là, c'est votre cheval de bataille? Exactement. Alors, le tout premier, même cheval de bataille, j'ai envie de dire, il recroise celui de la ZAN, c'est-à-dire vraiment cette notion d'éviter de construire pour protéger les sols. Ça va passer par des actions, notamment, alors effectivement, d'éviter de construire d'une part, mais aussi de renaturation et tout ce qui va être la densification de la ville, refaire la ville sur la ville. Un exemple rapidement, c'est notamment par exemple un programme d'ampleur de la ville de Nantes sur les écoles. Et notamment les cours d'école, puisque fin 2026, il y aura un tiers des cours d'école, donc c'est quand même 150 écoles, il y aura un tiers des cours qui vont être renaturés. Et ça, dans le cadre aussi de projets plus larges de rénovation globale et performante, dans lesquels on a intégré aussi ces notions-là de renaturation. Et puis, pourquoi c'est important pour nous? Parce que de toute façon, la construction neuve la plus vertueuse qui soit, avec du réemploi, avec des matériaux biosourcés, RE 2020, seuil peut-être 2031, bah, de toute façon, elle sera toujours beaucoup plus impactante qu'une rénovation en termes de consommation de ressources, de consommation de foncier et d'une manière plus générale de consommation de carbone. C'est également... Pourquoi c'est important? Parce que 80% de la ville de 2050, du patrimoine bâti de 2050, en fait, il est déjà présent. Il est déjà là. Donc, il faut faire avec. C'est des choses aussi qui sont ancrées localement dans notre territoire. L'idée, c'était aussi d'apporter Novabuild. Nous, on est vraiment sur les Pays de la Loire, d'apporter un éclairage aussi avec des exemples locaux. Je crois que vous avez visité ce quartier de l'île de Nantes, les anciennes halles Alstom. Pour ceux qui connaissent un peu plus loin, on a le hangar à bananes, donc, qui stockait des bananes et qui est devenu un lieu plutôt dédié, on va dire, aux loisirs et
et à la fête. Mais on a aussi des notions justement d'économie circulaire qui sont profondément ancrées sur notre territoire. C'est la caserne Mélinette, donc c'était une caserne militaire. Une partie des bâtiments ont été déconstruits. On a réutilisé ces matériaux dans des nouvelles constructions, elles, pour le coup, qui intègrent aussi des matériaux biosourcés. Et également, vraiment cette notion de réintégrer ce patrimoine, de le valoriser, de lui donner aussi, d'accroître aussi sa valeur d'usage. Pour ça, pour nous, c'est des choses qui sont importantes. J'aurais encore plein d'autres exemples, mais je crois qu'on est pris par le temps. Juste, effectivement, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que par rapport aux enjeux de la SNBC, de la neutralité carbone à 2050, il faut bien avoir en tête que le premier levier de décarbonation, c'est la réduction des consommations énergétiques. Et dans le cadre du parc existant, ça passe par la rénovation. Donc, rénovation pour réduire les consommations énergétiques et donc moins de carbone, être moins consommateur de ressources. Je le rappelle, on est dans le siècle de l'épuisement des ressources, donc c'est impératif qu'on préserve nos ressources, moins de consommation de foncier. Juliette, quand on a préparé ensemble aussi cette table ronde, vous avez insisté sur un point qui pour vous est extrêmement important, c'est qu'au-delà de parler d'économie d'énergie, on insiste aussi sur le côté des bénéfices humains de la rénovation. Pourquoi c'est important? Pourquoi on a besoin aussi de mettre ce focus-là et ne pas l'oublier? Parce que ça part de l'humain au départ. Tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on parle de rénovation. Alors, énergétique, on lui a rajouté performante. Nous, on parle plutôt de rénovation globale et performante qui ne doit pas être justement centrée sur cette question de l'énergie parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier quand on est entre nous, entre spécialistes et qu'on aborde tous nos détails techniques. Mais avant tout, il y a des personnes qui vivent dans ces bâtiments. Il y a des usagers, il y a des habitants. Alizé le sait bien. Et on se doit aussi de prendre en compte cette notion sociale. On a accompagné un programme de massification de rénovation énergétique dans les logements sociaux. La première volonté des bailleurs, c'est pas ces notions de carbone, c'est bien d'offrir un bouclier énergétique pour leurs habitants, de les préserver, de préserver leurs locataires des hausses énergétiques. Et puis quand on pense bien-être, confort, santé aussi des usagers qui vont être dans les bâtiments, eh bien en fait, on va leur apporter un cadre qui va être plus agréable. Alors effectivement sur des questions de santé quand on parle du logement, mais si on prend par exemple l'exemple du tertiaire, et nous on insiste beaucoup là-dessus parce qu'un propriétaire d'un bâtiment tertiaire, on va lui parler d'environnement, peut-être qu'il est un peu sensibilisé, peut-être pas, on peut lui parler de sa facture énergétique. Bon, là, ça peut fonctionner. Mais on peut aussi lui parler du fait d'avoir un cadre de travail qui soit plus agréable, qui apporte du bien-être, qui donne envie en fait aux salariés de revenir travailler. On sait qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est une vraie problématique dans nos sociétés, cette notion d'isolement aussi qui peut y avoir. Et c'est aussi quand on mène un projet de rénovation, l'occasion de regarder aussi un peu les questions de mobilité, l'extérieur, la végétation, la renaturation. Comment est-ce que je peux faire? Et puis, un autre argument aussi qu'on peut avoir si tout ça, ça ne convainc toujours pas, voilà, c'est aussi de dire, bah, écoutez, des locaux plus agréables, ça peut être aussi des salariés qui se sentent mieux, donc moins d'arrêt de travail. Plus de productivité au final. Voilà, par exemple. Et ça peut fonctionner aussi, nous, tant qu'on arrive effectivement à la fin à mener ces rénovations, c'est intéressant. Un autre exemple aussi, par exemple, dans le logement social, j'en discutais hier. Le dernier. Oui, j'en ai beaucoup. Avec Nantes Métropole Habitat. Ils travaillent beaucoup sur les questions de surélévation en embarquant la rénovation globale. Et en fait, ça aussi, pour les locataires, ça veut dire des services et des usages en plus. Parce qu'on va profiter de cette occasion, comme on va surélever le bâtiment, il va y avoir plus d'étages, et ben on va en profiter, on va ajouter un ascenseur. Et ça, avec par exemple des locataires qui sont vieillissants, ou des jeunes familles avec des poussettes, et ben tout de suite, ça apporte aussi une autre notion d'usage, où ça va être aussi la possibilité, comme on va venir ramener, parce qu'il y a quand même cette notion de performance énergétique, on peut être amené à ramener des façades, avoir des exosquelettes, et ben profitons-en pour mettre des balcons. Les gens auront un extérieur. Merci Juliette pour toutes ces explications. Alain Lacour, peut-être une dernière question. Quelle place les petites entreprises artisanales peuvent occuper dans les stratégies territoriales, comme celle par exemple du plan climat de la ville de Nantes? Alors notre rôle est de mettre au cœur du débat la rénovation qui est un vrai enjeu environnemental, sociétal et global. Pour ça, les artisans sont les acteurs naturels. Les artisans sont les intervenants privilégiés pour la rénovation. Dans notre région, on a beaucoup de pavillons.
Selon notre enquête de conjoncture, tous les ans, nous faisons une enquête de conjoncture qui est très suivie puisque nous avons 6600 adhérents au Pays de la Loire sur 5 départements et on a une enquête de satisfaction, enfin, on a une satisfaction de 1200 répondants tous les ans et il en sort un certain nombre d'éléments et 85% de nos entreprises adhérentes travaillent dans la rénovation des logements, des particuliers, notamment dans les maisons côtières, puisqu'il y a beaucoup de maisons côtières dans les Pays de la Loire, les longères, les chaumières, et notamment dans le patrimoine bâti. Ça a été souligné tout à l'heure, c'est vrai que 80%, il faut le redire parce que 80% des logements en 2050 existent déjà, quoi. Donc il y a fort à faire en rénovation. On travaille sur l'existant, ça a été dit et redit. Merci de nous avoir suivis, merci au public. C'est une table ronde que vous pouvez évidemment retrouver en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Merci de votre fidélité et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.